Paris, le 8 octobre 2025. Il est exactement 14h30 lorsque, dans l'opulent salon doré de l'Élysée, Emmanuel Macron appose calmement sa signature au bas d'un décret qui restera comme l'un des paris les plus périlleux de tout son quinquennat. D'un simple mouvement de sa plume Mont-Blanc, il confirme le retour de Sébastien Lecornu à Matignon pour la seconde fois de sa trajectoire politique. Pourtant, derrière ce geste apparemment banal, une réalité invisible se dessine. Sans le comprendre, le président vient aussi d'entériner le début de la fin de sa propre autorité. Face au célèbre bureau présidentiel, Lecornu se tient droit, presque immobile. 3 semaines plus tôt, il a franchi le cap symbolique des 40 ans. Son visage reste fermé, ses mains jointes derrière le dos, comme s'il observait la scène avec un calme presque dérangeant. 18 mois auparavant, il avait quitté Matignon dans une tempête politique provoquée par ses révélations fracassantes sur des pratiques de corruption au sommet de l'État. Un scandale qui avait secoué toute la République. Aujourd'hui, il revient dans ces mêmes lieux avec l'allure d'un vainqueur. Mais l'homme qui se tient là n'a plus grand-chose à voir avec celui qui en était parti. Les batailles politiques, les humiliations et les mois d'exil l'ont métamorphosé. Elles l'ont rendu plus dur, plus lucide et surtout définitivement libéré de toute fidélité aveugle envers Emmanuel Macron. Macron releva enfin le regard du document officiel qu'il venait tout juste de signer. Sa voix se voulait calme, presque conciliatrice. « Sébastien, j'aimerais croire que nous pouvons repartir sur des bases totalement différentes. Ce qui s'est passé appartient désormais au passé. Il faut savoir avancer. » En face de lui, Lecornu esquissa un sourire. Mais ce n'était plus le sourire chaleureux qu'on lui connaissait autrefois. Celui-ci était plus glacé, plus réfléchi, presque menaçant. « Évidemment, Monsieur le Président, le passé reste le passé. » Macron ne perçut pas la fine pointe de sarcasme qui glissait dans ses mots prononcés avec un calme impeccable. Il avait l'esprit ailleurs. Depuis des mois, la France était secouée par une tempête politique continue. Manifestations quotidiennes dans les grandes villes, sondages qui s'effondraient brutalement et une opposition parlementaire désormais unie pour réclamer sa démission immédiate. Dans ce climat explosif, Lecornu apparaissait comme sa dernière carte politique. L'unique figure capable de rassurer à la fois la droite classique et le centre modéré. Ce que le président ignorait complètement, en revanche, c'est que les 18 mois durant lesquels Lecornu avait disparu de la scène politique n'avaient rien d'un repos forcé. Pendant cette période, il avait préparé avec une précision presque obsessionnelle sa revanche personnelle. Il avait analysé méthodiquement chaque faille du système Macron, repéré les fragilités institutionnelles les plus sensibles et construit patiemment un réseau d'alliances discrètes dans les sphères politiques, médiatiques et financières. Et voilà que le destin lui offrait une ironie délicieuse. Macron venait lui-même de lui remettre les clés du pouvoir. Lecornu se dirigea tranquillement vers la porte capitonnée du bureau présidentiel avant de se retourner. « Monsieur le Président, pour composer mon gouvernement, j'aurai besoin d'une liberté totale dans mes choix. » La réponse de Macron fut immédiate, presque soulagée. « Naturellement, vous disposez de toute ma confiance. Formez votre équipe comme vous l'entendez. Je vous soutiens entièrement. »« Parfait », se dit intérieurement Lecornu, une ombre de sourire glissant à peine sur ses lèvres. Alors comme ça, le président lui offrait une confiance totale. Intéressant. Il serait bien temps, très bientôt, d'en mesurer la véritable valeur. Pendant ce temps, dans les couloirs épais et silencieux de l'Élysée, les conseillers présidentiels s'activaient avec une nervosité palpable. Cette nomination soudaine ne trompait personne. Rappeler Lecornu relevait d'un pari politique presque insensé. Tous en étaient conscients. Pourtant, la réalité était cruelle pour Macron. Il n'avait plus vraiment d'alternative. Le pays semblait glisser vers l'ingouvernable. Les grèves paralysaient régulièrement les villes, la colère sociale montait et l'autorité du pouvoir central s'effritait. Dans ce climat explosif, Lecornu apparaissait désormais comme la seule figure capable d'imposer à nouveau un minimum de stabilité. Son expérience, combinée à une réputation d'homme d'autorité, en faisait le dernier recours crédible pour tenter de restaurer un semblant d'ordre républicain. Quelques heures plus tôt, dans ce même bureau présidentiel, Alexis Collère avait pourtant exprimé ses doutes avec une inquiétude à peine dissimulée.
« Monsieur le Président, êtes-vous certain que ce soit vraiment la bonne décision stratégique? Après tout ce qui s'est passé entre vous et après ce qu'il a révélé publiquement ?» Macron, lui, affichait alors l'assurance retrouvée de quelqu'un persuadé d'avoir trouvé la solution parfaite. « Justement, Alexis, le Cornu connaît déjà les dossiers les plus sensibles me concernant. C'est précisément pour cela qu'il ne recommencera jamais. S'il tentait une nouvelle trahison, il se condamnerait lui-même. En réalité, nous sommes liés par une forme d'équilibre, une sorte de dissuasion mutuelle. » Colère n'avait pas insisté davantage. Mais au fond de lui, une intuition persistante continuait de lui souffler que cette logique, aussi rassurante qu'elle paraisse, pourrait bien être une illusion dangereuse. Le soir même où sa nomination fut officialisée, Sébastien Lecornu franchit à nouveau les portes de Matignon, rue de Varennes, et reprit possession de son ancien bureau avec une solennité presque théâtrale. L'endroit semblait figé dans le temps. Les mêmes meubles anciens brillaient sous la cire, les tableaux de maître dominaient toujours les boiseries élégantes, et derrière les grandes fenêtres, les jardins à la française offraient la même perspective paisible et parfaitement entretenue. Le décor, lui, n'avait pas bougé d'1 millimètre. Mais l'homme qui revenait s'y installer n'était plus du tout le même. Les mois d'épreuves politiques avaient laissé leur marque. Le Cornu n'était plus l'homme d'autrefois. Il était devenu plus dur, plus calculateur et surtout infiniment plus patient. À peine assis derrière le bureau, il fit appeler sans attendre Pierre Dubois, son ancien directeur de cabinet. Après les révélations fracassantes de 2024, Dubois avait été écarté sans ménagement de l'administration et vivait depuis dans une forme d'exil professionnel amer, persuadé d'avoir été sacrifié. Lorsque Dubois pénétra dans ce bureau qu'il connaissait presque aussi bien que son propre appartement, Lecornu l'accueillit d'un ton grave. « Pierre, j'espère que vous avez soigneusement conservé tous les dossiers sensibles dont je vous avais confié la garde. » Dubois laissa apparaître un sourire discret, celui d'un homme qui attendait depuis longtemps l'instant de revanche. « Tout est intact, monsieur le Premier ministre. Les enregistrements confidentiels, les pièces compromettantes, chaque preuve. Tout a été archivé avec méthode et placé en sécurité. » Lecornu hocha légèrement la tête, satisfait. « Excellent. Cette fois, nous allons nous en servir. Mais d'une manière bien plus raffinée. » Dubois fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire exactement ?» Lecornu s'appuya calmement contre le dossier de son fauteuil. « La première fois, j'ai exposé les secrets les plus sombres de Macron par colère. Une réaction impulsive, motivée par l'envie de me venger immédiatement. Stratégiquement, c'était une faute. » Il marqua une pause avant de poursuivre avec un calme presque glacial. « Cette fois, ces informations vont devenir un outil, un moyen de le tenir sous contrôle et de le faire servir mes objectifs, étape par étape. » La stratégie imaginée par Lecornu relevait d'un cynisme presque élégant, d'une simplicité déconcertante, mais d'une efficacité redoutable. La première fois, en 2024, il avait choisi l'explosion publique en révélant brutalement les secrets du président, plongeant la scène politique dans le chaos. Cette fois, il avait compris que la vraie puissance ne réside pas dans la destruction, mais dans le contrôle. Macron ne serait pas renversé. Il resterait président, officiellement. Officieusement, il deviendrait un dirigeant sous influence, une figure décorative dont les gestes seraient guidés depuis les bureaux feutrés de Matignon. Lecornu, lui, tirerait les fils, discrètement. Dès le lendemain matin, à 8 heures précises, il se mit à composer son gouvernement avec une rigueur presque chirurgicale. Mais il ignora complètement ce que l'Élysée considérait comme une règle implicite, consulter le chef de l'État. Les nominations furent décidées seules, selon ses propres critères, sans la moindre discussion préalable. Les ministres furent choisis, déplacés, installés exactement comme il l'entendait. Vers midi, le téléphone sonna. C'était Alexis Kohler. « Monsieur le Premier ministre, le président souhaiterait échanger avec vous au sujet des noms retenus pour le gouvernement avant leur annonce officielle. » Lecornu ne leva même pas les yeux de ses dossiers. « Transmettez au président que les décisions sont arrêtées. Elles ne feront pas l'objet de négociations. S'il souhaite formuler des remarques, qu'il les rédige par écrit avec ses arguments. »
À l'Élysée, cette réponse eut l'effet d'un choc. Jamais, sous la Ve République, un chef du gouvernement fraîchement nommé n'avait osé contester aussi frontalement l'autorité du président. Macron convoqua immédiatement Lecornu dans son bureau pour une explication. « Sébastien, nous devons clarifier les choses. Vous ne pouvez pas constituer un gouvernement sans en discuter avec moi. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent nos institutions. » Installé tranquillement dans un fauteuil Louis XV, Lecornu croisa les jambes et fixa calmement le président. « Monsieur le Président, hier vous m'avez accordé une liberté totale pour mes nominations. Il n'y avait aucune réserve dans vos paroles. Donc, deux possibilités. Soit vous maintenez votre parole et vous respectez votre engagement, soit vous ne me faites pas confiance. » Il marqua une pause. « Dans ce cas, je remets immédiatement ma démission et j'explique aux médias les véritables raisons pour lesquelles vous m'avez rappelé à Matignon. » La menace était limpide, brutale, impossible à contourner. Macron blêmit. Une fine sueur lui couvrit les mains. « Que voulez-vous dire exactement ?» Lecornu répondit d'une voix calme, presque pédagogique. « Simplement ceci. Vous ne m'avez pas choisi pour mes talents de gestionnaire gouvernemental, Monsieur le Président. » Lecornu continua, la voix calme mais chargée d'une assurance glaciale. « Si vous m'avez rappelé ici, c'est uniquement parce que vous êtes persuadé d'une chose. Vous imaginez que je n'oserais jamais vous trahir de nouveau. Selon votre logique, puisque je connais déjà les dossiers les plus explosifs qui vous concernent, je serai condamné à garder le silence pour toujours. » Il esquissa un léger sourire. « Malheureusement pour vous, votre raisonnement est totalement faux. Le fait que je connaisse vos secrets ne me lie pas. Il me donne le pouvoir, un pouvoir absolu, celui de choisir le moment, la manière et les circonstances d'une nouvelle trahison, si l'envie m'en prend. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une lame invisible. Un silence lourd envahit la pièce. Seul le tic-tac régulier de l'horloge Empire posée sur la cheminée venait troubler cette immobilité oppressante. Macron comprit alors, avec une angoisse croissante, l'ampleur de son erreur. En rappelant Lecornu pour tenter de le neutraliser, il croyait avoir récupéré un allié contrôlable. En réalité, il venait d'équiper méthodiquement son adversaire le plus dangereux de tous les instruments nécessaires pour le renverser. Après quelques secondes interminables, Macron finit par parler, la voix fragilisée. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» Lecornu répondit sans hésiter. « C'est très simple. Je veux diriger réellement ce pays. Pas donner l'illusion de gouverner. Gouverner pour de vrai. » Il se pencha légèrement en avant. « Vous resterez président, bien sûr. Vous continuerez les déplacements officiels, les discours télévisés, les commémorations nationales, tout ce qui accompagne la fonction. Mais les décisions majeures, les arbitrages politiques importants, les orientations du gouvernement, tout cela relèvera désormais de moi. » Macron le fixa, stupéfait. « Ce que vous proposez ressemble fortement à un coup d'État institutionnel. » Lecornu haussa légèrement les épaules. « Je préfère parler d'une répartition intelligente des rôles. Vous conservez les honneurs, la visibilité internationale, les symboles. De mon côté, je m'occupe simplement du pouvoir réel. » Macron se retrouvait enfermé dans un piège presque parfait. Refuser signifiait provoquer immédiatement une démission suivie d'un scandale public explosif. Accepter revenait à rester président uniquement en apparence, réduit à une vitrine démocratique sans véritable autorité. Lecornu poursuivit sans hausser le ton. Son calme était presque inquiétant, comme s'il exposait une évidence mathématique. « Si je suis assis ici aujourd'hui, c'est uniquement parce que vous êtes convaincu d'une chose. Vous pensez que je n'aurai jamais l'audace de vous trahir une seconde fois. Dans votre esprit, le fait que je connaisse déjà les dossiers les plus compromettants vous concernant m'oblige à rester silencieux. » Un sourire discret passa sur son visage. « Mais votre raisonnement est erroné. Connaître vos secrets ne m'enchaîne pas. Au contraire, cela me donne une liberté totale. Je peux décider quand agir, comment agir, et surtout quand vous trahir à nouveau si cela sert mes intérêts. » Ces paroles restèrent suspendues dans la pièce, lourdes comme une menace silencieuse. Un silence dense envahit le bureau. Seul le tic-tac régulier de l'horloge Empire posée au-dessus de la cheminée
venait rompre cette tension. À cet instant précis, Macron sentit monter une angoisse brutale. Il comprenait enfin l'ampleur de son erreur. En ramenant Lecornu à Matignon pour mieux le contrôler, il croyait avoir neutralisé un adversaire. En réalité, il venait de fournir à son ennemi le plus redoutable tous les leviers institutionnels pour le faire tomber. Après un long moment, Macron brisa finalement le silence, la voix légèrement tremblante. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» La réponse tomba immédiatement. « Rien de compliqué. Je veux simplement gouverner ce pays. Pas en apparence, mais dans les faits. » Lecornu se pencha légèrement vers l'avant. « Vous resterez président de la République, évidemment. Les voyages officiels, les allocutions télévisées, les cérémonies nationales, tout cela continuera. Mais pour les décisions essentielles, les grandes orientations politiques, les arbitrages majeurs, c'est moi qui déciderai. » Macron le regarda incrédule. « Ce que vous décrivez ressemble fort à un coup d'État constitutionnel. » Lecornu esquissa un geste d'indifférence. « Disons plutôt une organisation plus rationnelle du pouvoir. Vous gardez les honneurs, l'image internationale et le prestige de la fonction. Moi, je m'occuperai de ce qui compte vraiment, l'exercice concret du pouvoir. » À cet instant, Macron comprit qu'il était enfermé dans une impasse presque parfaite. Refuser signifierait provoquer une démission immédiate suivie d'un scandale politique retentissant. Accepter reviendrait à rester chef d'État, uniquement en façade, transformé en symbole sans véritable autorité. Face à la situation, Macron comprit qu'aucune issue crédible ne s'offrait encore à lui. Cette même soirée, loin des regards et des rumeurs du pouvoir, il apposa sa signature au bas d'un décret classé confidentiel. Ce document discret consacrait, sans l'annoncer publiquement, une réalité nouvelle. Sébastien Lecornu devenait désormais le véritable maître du pouvoir exécutif. Mais pour Lecornu, cette signature n'était qu'une première étape. Une fois la main mise sur l'appareil d'État solidement assuré, il lança immédiatement une transformation méthodique des structures du pouvoir, guidée par sa propre vision politique. Sa première décision fut brutale. Tous les conseillers proches de Macron furent renvoyés sans préavis. En quelques heures, ils furent remplacés par des collaborateurs entièrement loyaux à Lecornu, soigneusement sélectionnés. Peu à peu, l'Élysée perdit toute substance politique. Le palais restait prestigieux, mais son occupant n'en contrôlait plus les véritables rouages. La deuxième étape fut plus stratégique. Les centres de décision furent déplacés vers Matignon. Les ministres désormais ne s'adressaient plus au président pour les arbitrages importants. Toute décision majeure passait directement par Lecornu. Enfin, une troisième mesure, plus discrète mais redoutable, compléta le dispositif. Lecornu organisa une surveillance totale du président. Les services de renseignement qui lui étaient fidèles mirent en place un système d'écoute et de contrôle permanent. Conversations téléphoniques, rencontres privées, déplacements officiels, rien n'échappait désormais à cette vigilance silencieuse. Macron restait chef de l'État. Mais chaque geste, chaque parole, chaque mouvement était désormais observé. Chaque matin à Matignon, les réunions commençaient presque toujours par la même question, posée d'un ton faussement détaché par Lecornu. Alors, comment va notre cher chef de l'État aujourd'hui? Autour de la table, quelques regards amusés s'échangeaient. Pierre Dubois répondait généralement avec un sourire entendu. Il semble s'acclimater peu à peu à sa nouvelle réalité politique, Monsieur le Premier ministre. Pendant que ces échanges discrets avaient lieu, le reste du pays observait une évolution étrange du pouvoir. Aux yeux des Français, quelque chose avait changé. Jour après jour, Emmanuel Macron apparaissait de plus en plus effacé, presque invisible. À l'inverse, Lecornu occupait désormais le devant de la scène politique. Annonces majeures, décisions stratégiques, orientations gouvernementales, tout semblait provenir de lui. Les commentateurs parlaient prudemment d'une cohabitation inhabituelle. Mais la réalité était bien plus profonde que cette simple étiquette institutionnelle. Car Lecornu ne se contentait pas d'administrer le pays au quotidien. Il redessinait méthodiquement l'État français selon sa propre vision. Réforme fiscale radicale,
réorganisation complète de l'appareil administratif, repositionnement diplomatique audacieux. En quelques mois à peine, il lança plus de transformations structurelles que Macron n'en avait réalisé durant tout son mandat présidentiel. Et l'ironie de la situation ne s'arrêtait pas là. Ces réformes, pourtant menées dans l'ombre d'un président affaibli, rencontraient un succès massif dans l'opinion publique. Les enquêtes de popularité montraient semaine après semaine une ascension spectaculaire pour Le Cornu, tandis que les chiffres de Macron poursuivaient leur chute. Un jour, lors d'une conférence de presse à Matignon, un journaliste posa la question que tout le monde commençait à se poser. « Monsieur le Premier ministre, beaucoup ont l'impression que c'est vous qui dirigez réellement le pays, plus encore que le président. Que répondez-vous à cela? » Le Cornu afficha son sourire le plus mesuré. « Je gouverne en parfaite coordination avec le président de la République. Notre collaboration est totale et notre équipe fonctionne dans une grande complémentarité. » Dans les cercles politiques parisiens, personne n'était dupe. Cette réponse n'était qu'une formule diplomatique. Dans les faits, Macron n'était plus que l'ombre institutionnelle du pouvoir, une présence protocolaire, utile pour la façade, mais dépourvue de véritable autorité. 6 mois après son retour spectaculaire à Matignon, Sébastien Lecornu avait accompli ce que beaucoup auraient jugé irréalisable. Sans jamais porter officiellement le titre de chef de l'État, il dirigeait pourtant le pays dans les faits. Le système politique français, pourtant conçu comme un régime présidentiel, avait glissé discrètement vers une forme de parlementarisme officieux où Le Cornu incarnait désormais le centre absolu du pouvoir. Premier ministre de nom, mais véritable chef incontesté dans la pratique. Pendant ce temps, Emmanuel Macron observait sa propre disparition politique avec une impuissance totale. Chaque semaine l'éloignait un peu plus du pouvoir réel. Pris au piège de ses propres secrets, surveillé en permanence par les fidèles de Le Cornu et même espionné dans ses conversations privées, il n'était plus qu'un symbole institutionnel soigneusement maintenu pour donner l'illusion d'un équilibre démocratique. Souvent, seul dans son bureau de l'Élysée, désormais déserté par la plupart de ses anciens conseillers, Macron regardait les jardins avec une mélancolie amère. « Comment ai-je pu me tromper à ce point ?» se répétait-il intérieurement. Il avait cru manipuler Le Cornu comme un simple outil politique. Mais l'histoire avait pris un tour ironique. C'était lui, désormais, qui n'était plus qu'un instrument. Une marionnette dont les fils étaient tirés ailleurs. 1 an exactement, après cette nomination qui avait scellé son destin, la transformation du pouvoir était achevée. La France fonctionnait désormais selon une logique nouvelle. Un premier ministre omniprésent, exerçant l'autorité réelle, et un président réduit à une figure protocolaire. Le plus étonnant, c'est que personne ne pouvait contester légalement cette situation. Sur le papier, tout respectait parfaitement les règles de la République. Aucune révolution, aucune violence, aucun coup d'éclat spectaculaire. Et pourtant, Le Cornu venait de réaliser l'une des prises de pouvoir les plus raffinées de l'histoire politique moderne. Sans faire couler la moindre goutte de sang, sans provoquer de crise institutionnelle ouverte, il avait conquis l'essentiel, le contrôle total de l'État. Sa seule arme avait été la patience, combinée à une intelligence stratégique remarquable et à une compréhension précise des faiblesses psychologiques de son adversaire. Macron restait officiellement président de la République française. Les textes constitutionnels continuaient de le désigner comme tel. Mais dans la réalité politique, il n'était plus qu'un symbole vide. Celui qui pensait dominer Le Cornu avait fini par devenir l'objet de sa domination. La revanche de ce dernier était complète et d'une précision presque parfaite. Et l'ironie ultime de cette histoire résidait dans un détail. La chute de Macron avait commencé par sa propre signature. C'est lui-même qui avait remis les clés du pouvoir à l'homme qu'il croyait pouvoir contrôler. Le stratège avait été piégé par sa propre stratégie. Celui qui manipulait s'était retrouvé manipulé. Et l'ancien maître s'était transformé en figurant, tandis que Le Cornu gouvernait désormais la France sans partage. Tout cela dans un cadre parfaitement légal. Mais l'ascension fulgurante de Le Cornu ne s'arrêtait pas à la mise sous tutelle du président. 3 mois après avoir solidement verrouillé son emprise sur Macron, il décida de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie.
Contrôler le chef de l'État ne suffisait plus. Désormais, il voulait neutraliser toute concurrence politique et installer une domination durable sur l'ensemble du paysage partisan français. Le 15 janvier 2026, à l'abri des regards, une réunion discrète se tint dans son bureau de Matignon. Lecornu avait fait convoquer les figures majeures de l'opposition, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise et Laurent Wauquiez pour les Républicains. Chacun avait reçu une invitation intrigante accompagnée d'une phrase lapidaire. « Nous avons des intérêts communs à examiner. » Lorsque tous furent installés dans le salon bleu de Matignon, Lecornu prit la parole avec calme. « Mesdames et messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous un point commun. À un moment ou à un autre de notre parcours, Emmanuel Macron nous a tous trahis. » Marine Le Pen fronça légèrement les sourcils. « Où voulez-vous en venir, monsieur le Premier ministre? » Lecornu croisa les mains, parfaitement serein. « Je vous propose un arrangement. Un accord qui nous permettrait de diriger ce pays chacun selon ses convictions, sans dépendre des caprices d'un président coupé de la réalité. » Mélenchon laissa échapper un rire sceptique. « Et vous comptez faire ça comment? Macron est toujours à l'Élysée, que je sache. » Lecornu répondit par un sourire mystérieux. « Officiellement, c'est vrai, mais en pratique, la situation a déjà évolué. » Il ouvrit alors un tiroir de son bureau et en sortit plusieurs dossiers épais qu'il déposa lentement sur la table. Voici certains éléments concernant la corruption de Macron. Ici, des enregistrements de conversations avec des dirigeants étrangers. Et là, l'ensemble des preuves de ces compromissions. Les trois responsables politiques échangèrent des regards stupéfaits. En parcourant les documents, ils comprirent immédiatement l'ampleur de l'influence que Lecornu avait accumulée. Wauquiez rompit le silence. « Et qu'attendez-vous exactement de nous? » Lecornu répondit sans détour. « Votre discrétion et votre collaboration. En échange, chacun d'entre vous aura sa part dans la direction du pays. Marine, vous piloterez les questions d'immigration et de sécurité. Jean-Luc, les politiques sociales et économiques. Laurent, les dossiers européens et diplomatiques. » Le Pen le fixa. « Et vous, dans tout ça? » Lecornu esquissa un sourire presque amusé. « Moi, je supervise l'ensemble et je veille à ce que Macron reste à sa place. » Cette rencontre discrète à Matignon allait changer silencieusement l'équilibre politique français. Elle marquait le point de départ d'une période totalement inédite. Pour la première fois sous la Ve République, les forces d'opposition acceptaient de coopérer avec le pouvoir en place. Ce n'était ni l'idéologie ni l'intérêt national qui les rapprochaient, mais une combinaison d'opportunisme et d'un désir partagé de régler leurs comptes avec Macron. Dans les semaines suivantes, les Français observèrent un phénomène étrange. Les attaques de l'opposition contre le gouvernement se firent soudain beaucoup plus timides. Les débats à l'Assemblée nationale perdaient peu à peu leur violence habituelle. Une atmosphère presque paisible s'installait dans la vie politique. Les médias parlaient d'une pacification du débat démocratique. Mais derrière cette apparente harmonie, une réalité bien différente se dessinait. Lecornu façonnait patiemment un nouvel ordre politique. Les principaux partis continuaient d'exister, mais ils évoluaient désormais dans un système où leur coopération se faisait sous son autorité centrale. Quant à Macron, il n'était plus qu'un élément de décor, un symbole maintenu pour préserver l'apparence des institutions. Et, paradoxalement, ce mécanisme fonctionnait. Les réformes s'enchaînaient à un rythme inhabituellement rapide. Les structures de l'État se modernisaient. Les décisions étaient prises avec une efficacité nouvelle, et une grande partie de l'opinion publique semblait apprécier ce regain d'efficacité. Un journaliste du Figaro, intrigué par cette transformation spectaculaire, résumait la question que beaucoup se posaient. Comment fait-il? Comment Lecornu parvient-il à convaincre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon de coopérer? La réponse était moins mystérieuse qu'il n'y paraissait. Pendant des mois, Lecornu avait méthodiquement rassemblé des informations compromettantes sur les principales figures de la classe politique française. Il savait que Le Pen détenait des fonds dissimulés à l'étranger, que Mélenchon avait dissimulé certains revenus et que Wauquiez avait bénéficié d'attributions de marchés publics discutables. Chacun d'eux portait un secret capable de le fragiliser.
Au printemps 2026, 6 mois après la formation de cette alliance invisible, la France n'était déjà plus tout à fait le même pays. Officiellement, les institutions restaient celles d'une démocratie présidentielle classique. En réalité, un système oligarchique s'était installé, orchestré par le Cornu, avec la participation contrainte des différents partis. Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'enfonçait lentement dans un profond découragement. Privé de toute autorité réelle, surveillé en permanence et constamment humilié par sa marginalisation, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Autour de lui, ses rares collaborateurs restés fidèles commençaient à s'inquiéter sérieusement pour son équilibre psychologique. Parfois, dans l'intimité de l'Élysée, Brigitte Macron tentait encore de raisonner son mari. Sa voix trahissait une inquiétude profonde. « Emmanuel, peut-être devrais-tu songer à quitter tes fonctions. Cette situation te détruit peu à peu. » Macron, épuisé, répondait presque à voix basse. « C'est impossible. Si je pars maintenant, le Cornu dévoilera tout. Ma réputation sera ruinée pour toujours. » Brigitte insistait doucement. « Et ton équilibre mental dans tout ça? » Macron soupirait. « Mon équilibre mental, c'est simplement le prix de mes erreurs passées. » Mais ces conversations privées n'étaient en réalité privées qu'en apparence. Comme toutes les autres, elles étaient soigneusement enregistrées par les services restés fidèles à Le Cornu. Le Premier ministre connaissait parfaitement l'état psychologique du président, et cette connaissance ne faisait qu'accroître sa satisfaction. Cependant, Le Cornu n'avait pas encore joué sa dernière carte. En juin 2026, il décida de franchir l'étape finale de son plan. Faire disparaître Macron de la scène politique. Non pas en provoquant un scandale brutal, mais en le poussant à partir de lui-même. Il mit alors en place une stratégie parfaitement orchestrée. D'abord, quelques rumeurs sur la santé du président commencèrent à apparaître dans la presse. Ensuite, des indiscrétions soigneusement distillées suggérèrent que Macron envisageait de se retirer de la vie publique pour des raisons personnelles. Enfin, Le Cornu demanda à rencontrer le président pour une ultime discussion dans le bureau de l'Élysée. Installé tranquillement dans le fauteuil face au bureau présidentiel, Le Cornu prit la parole avec calme. « Monsieur le Président, je pense qu'il est temps pour vous de prendre une décision courageuse. » Macron, vidé, répondit d'une voix presque éteinte. « Laquelle? »« Vous retirez, pour le bien du pays et pour le vôtre également. » Macron leva les yeux. « Et si je refuse? » Le regard de Le Cornu resta parfaitement froid. « Dans ce cas, je publierai tous vos secrets, pas en une seule fois, mais lentement. Jour après jour, pendant des mois, votre chute sera longue. » Macron se tourna vers la fenêtre, observant les jardins de l'Élysée qu'il savait devoir quitter bientôt. « Vous avez gagné, Sébastien. Totalement. » Le Cornu esquissa un léger sourire. « Je le sais. La vraie question est la suivante. Préférez-vous partir avec dignité ou être traîné publiquement dans la boue? » Macron reprit d'une voix lasse. « Si je démissionne, que se passera-t-il? Vous conserverez votre honneur officiel. Rien ne sera dévoilé. Vous pourrez même écrire vos mémoires et raconter votre propre version de l'histoire. » Macron resta silencieux quelques secondes. « Et vous, que deviendrez-vous? » Le Cornu répondit sans hésitation. « Exactement ce que j'ai toujours voulu être, celui qui dirige réellement la France. » Le 30 juin 2026, Emmanuel Macron apparut devant les caméras pour annoncer officiellement qu'il quittait ses fonctions. Officiellement, il évoquait des raisons de santé et expliquait vouloir ouvrir la voie à un renouveau démocratique. Dans son allocution solennelle, il remercia longuement son premier ministre Sébastien Le Cornu et invita même les Français à lui accorder leur confiance pour la suite. Conformément aux règles constitutionnelles, Le Cornu assura immédiatement l'intérim à la tête de l'État. Mais au lieu de convoquer rapidement une nouvelle élection présidentielle, il choisit une autre voie. Il proposa une réforme institutionnelle destinée, selon lui, à moderniser le fonctionnement du pays. Le projet fut soumis à référendum et adopté, notamment grâce au soutien discret mais décisif de l'ensemble des partis politiques désormais sous son influence. La réforme bouleversait l'équilibre des institutions. La France devenait officiellement un régime parlementaire.
Le premier ministre détenait désormais la réalité du pouvoir exécutif, tandis que la fonction présidentielle se transformait en rôle essentiellement symbolique, confié à une personnalité élue par le Parlement. Quelques mois plus tard, en septembre 2026, l'Assemblée nationale élut Sébastien Lecornu premier ministre de cette nouvelle République, avec une majorité écrasante. Pour la première fois, l'autorité qu'il exerçait déjà dans les faits devenait parfaitement légale. Lors de son discours d'investiture, il proclama avec gravité « La France entre aujourd'hui dans une nouvelle époque, celle de la stabilité, de l'efficacité et de la réconciliation nationale. » Dans l'hémicycle, les applaudissements furent nourris. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, désormais ministres influents de son gouvernement, saluaient eux aussi cette nouvelle ère. Leur divergence idéologique semblait soudain secondaire face à la puissance du système politique qu'ils avaient contribué à bâtir. Pendant ce temps, Emmanuel Macron assistait à la cérémonie depuis sa maison en Normandie, achetée grâce aux revenus de conférences internationales, l'une des rares activités qui lui restaient. Brigitte Macron brisa le silence. « Tu crois qu'il va vraiment réussir? » Macron répondit avec une amertume lucide. « Il a déjà réussi. » Il marqua une pause. Il a accompli ce qu'aucun responsable politique n'avait réussi avant lui. Réunir toute la classe politique française sous son autorité. C'est un génie sombre, mais un génie tout de même. 2 ans après la décision qui avait relancé la carrière de Lecornu, l'impensable s'était produit. Il gouvernait désormais la France avec l'appui des partis, le soutien d'une large partie de l'opinion publique et la légitimité d'institutions qu'il avait lui-même redessinées. Sa revanche personnelle contre Macron s'était transformée en véritable révolution politique. Il avait modifié le régime, neutralisé l'opposition et consolidé une domination appelée à durer longtemps. L'homme humilié en 2024 était devenu, en 2026, l'arbitre incontesté du pouvoir français. Et tout avait commencé par un simple geste. La signature d'un décret que Macron croyait maîtriser. L'histoire retiendrait peut-être que Macron avait commis l'erreur la plus lourde de sa carrière en rappelant Lecornu. Mais elle retiendrait surtout que Lecornu avait transformé cette erreur en une œuvre stratégique presque parfaite. Sa vengeance était totale et désormais inscrite dans l'histoire. 1 an plus tard, en octobre 2027, le château de Versailles servit de décor à une cérémonie solennelle marquant le premier anniversaire de la Nouvelle République. Devant une assemblée de chefs d'État, d'ambassadeurs et de représentants internationaux, Sébastien Lecornu prit la parole pour retracer le chemin singulier qui l'avait conduit au sommet du pouvoir. « Il y a seulement 3 ans, rappela-t-il à l'auditoire, j'étais un homme trahi, discrédité, relégué hors du pouvoir. Aujourd'hui, je dirige une nation rassemblée, transformée et respectée sur la scène internationale. Rien de tout cela n'est dû à la chance. Ce résultat est né d'une vision claire, d'une volonté inflexible et surtout d'une patience sans limite. » Dans la salle, les diplomates d'étrangers prenaient des notes attentivement. Le système politique français façonné par Lecornu fascinait les observateurs européens. Comment un seul homme avait-il réussi à imposer une entente politique aussi large tout en conservant une redoutable efficacité dans l'action publique? Mais la scène comportait un détail particulièrement symbolique. Parmi les invités se trouvait Emmanuel Macron lui-même. Officiellement convié comme ancien chef de l'État, il applaudissait avec retenue celui qui avait autrefois été son protégé. L'humiliation était complète, mais parfaitement dissimulée derrière les règles de la bienséance diplomatique. À la fin de la cérémonie, dans les jardins de Versailles baignés par la lumière d'automne, les 2 hommes se croisèrent brièvement. Macron prit la parole avec un sourire contraint. « Félicitations, Sébastien. Vous avez accompli ce que je n'ai jamais réussi à faire. » Lecornu inclina légèrement la tête avec une politesse irréprochable. « Je vous remercie, Monsieur l'ancien président. Mais n'oubliez pas une chose. Sans vos erreurs, je n'aurais jamais appris à gouverner véritablement. » Cette remarque, glissée avec une courtoisie presque parfaite, mais teintée d'une ironie mordante, refermait définitivement cette étonnante histoire de revanche politique. En remerciant implicitement Macron pour la trahison qu'il avait subie, Lecornu reconnaissait que cette épreuve avait forgé son ascension. Elle l'avait transformé en l'homme le plus puissant du pays. L'élève avait dépensé son maître.
Et le maître, désormais, n'avait plus d'autre choix que de reconnaître la précision implacable du plan conçu par celui qui l'avait